la crise économique, personnellement, je pense qu'elle fait commencer, qu'il y aura des dimensionnements, il y aura des redéploiements. On devra aussi réfléchir à cette notion de gouvernance, même transfrontalière, de savoir quels sont les enjeux pour des régions qui sont séparées par une frontière historique, une frontière qui fait que les règles ne sont pas forcément les mêmes d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc, c'est aussi une opportunité de travailler avec cette après-crise. Le comité vient de traiter aussi d'une correspondance qui partira à l'intention du Conseil fédéral et de Paris sur la question des remontées mécaniques et de la période hivernale. On va coordonner un courrier à l'intention du gouvernement national pour leur dire ce qu'on pense de cette problématique du ski transfrontalier, des échanges économiques transfrontaliers dans des périodes de fêtes, etc. Donc, il y a un courrier, donc ça montre qu'on se parle. Et généralement, ces courriers ne sont pas lettres mortes. Après, les gens se rendent compte des enjeux. Et je terminerai en rappelant que les 3 cantons et les départements français concernés sont ceux qui sont le plus prospères à l'échelle du continent européen. Et c'est ceux qui ont le moins de tensions, qui ont une croissance encore et qui rebondissent souvent parce que le tissu économique de ces régions survues sont très diversifiés. C'est ce qui fait une de nos forces. Et puis, dernier point, c'est aussi notre modèle de formation franco-suisse qui montre que nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Et quand les gens sont correctement formés, généralement, ils rebondissent dans des nouveaux métiers, des nouvelles perspectives, des nouveaux enjeux. Voilà, bienvenue à toutes et tous. Merci de prendre 1h30 pour les questions transfrontalières. Et au nom du comité, on va passer à l'ordre du jour. Alors, on va prendre maintenant les actions 2020 du Conseil du Léman en bref, vous présenter ces différentes actions. Ce qui s'est passé en 2020, c'est vrai que c'était une période un peu particulière puisqu'on était sous l'air de la pandémie et qu'on a vécu avec cette pandémie. Laure Cousteau, bonjour, office des affaires extérieures du canton de Vaud. Vu le format, on s'est dit au niveau du secrétaire général qu'on allait vous présenter rapidement, que le secrétaire général allait vous rapporter un petit peu les actions 2020. Pour donner un petit peu de panorama, un rapport d'activité sera de toute manière publié en début de l'année prochaine et on se tient à votre disposition. Donc 2020, on avait commencé l'année avec un questionnement un petit peu sur les orientations à donner au Conseil du Léman, avec l'appui notamment de la mission opérationnelle transfrontalière qu'on avait rencontrée au mois de mars, et un plan d'action avait été défini autour notamment des thématiques du Conseil du Léman, que ce soit de la culture, la mobilité, l'environnement ou l'économie. Dans le domaine de la culture, de la commission jeunesse lémanique et culture, donc le Covid a effectivement eu une importance en termes d'avancement des projets qui ont été menés à bien. Des projets culturels ont été organisés malgré tout, ils sont passés entre les deux vagues, alors que certains projets sportifs, notamment le rugby, le Tour du Léman junior à vélo ou le football féminin ont dû être annulés, tout comme ce qui devait être la dernière édition des chorales lémaniques. En 2021, on a eu une douzaine de projets qui ont été déposés, des projets culturels, sportifs, et avec la collaboration des services culturels des départements, des cantons et de la ville de Genève, de plus de 250 000 francs ont été attribués pour l'année prochaine. La commission s'est aussi penchée sur un travail de définition d'un nouveau projet fédérateur autour des résidences artistiques lémaniques, c'est ce qui a été retenu, avec la perspective d'un appel à projet qui sera lancé courant d'année prochaine. Au niveau de la mobilité, la commission ne s'est pas réunie. Les efforts ont porté sur l'actualisation, sur la version numérique de la nouvelle édition du schéma de cohérence lémanique qui avait été actualisé fin d'année passée. Des formations, des guides, des tutoriels ont été ainsi mis en place. Au niveau de l'environnement, 2020 devait signer un petit peu la fin de différentes actions qui avaient été menées depuis 2017 et capitaliser un petit peu le dialogue et puis cette communauté qui s'était créée entre différents acteurs du terrain de la filière bois.
Finalement, au mois d'avril et au mois de novembre, les 2 journées qui devaient avoir lieu ont été annulées. Des capsules vidéo seront faites d'ici l'année prochaine pour essayer de contenir un petit peu les différents échanges et enseignements. Au niveau de l'environnement, un nouveau dispositif a également été imaginé par les services de l'environnement des départements et des cantons qui traitent de la santé publique, mais aussi de l'environnement, surtout concernant la sensibilisation aux moustiques tigres. Donc ça, c'est ce qui va nous occuper dans la perspective donc, de l'année prochaine. Sur l'économie, le tourisme et la population frontalière, le Conseil du Léman a soutenu le travail des unions lémaniques, toujours, notamment des unions lémaniques des chambres d'agriculture qui sont efforcées de mener à bien une étude sur l'agriculture bio et l'agriculture régionale, avec un certain nombre d'enseignements à tirer et à transmettre aux agriculteurs. L'ULAM, l'Union lémanique de l'artisanat et des métiers, a organisé un certain nombre de rencontres pour définir au mieux des séminaires qui ont été reportés à l'année prochaine sur la filière, sur les métiers de boucherie et sur la gestion de la crise sanitaire pour les artisans. Enfin, l'Union lémanique des chambres de commerce a organisé une journée de rencontres et de conférences au sein de l'entreprise Bobst à Mai, à côté de Lausanne, sur l'industrie des machines-outils, qui a eu un vif succès. Cette journée a pu avoir lieu au mois d'octobre en présentiel avec près d'une centaine de participants et d'entrepreneurs de l'ensemble du bassin lémanique. Et dans cette même veine de fédération des acteurs lémaniques autour du Léman, un projet Interreg a été lancé par le Conseil du Léman dans le domaine du tourisme sur la mise en réseau des acteurs. Un consensus a été trouvé autour du digital et de la gouvernance et de la mise en œuvre d'un projet d'interconnexion des données. Plusieurs ateliers ont eu lieu, soit en présentiel au mois de février, au mois d'octobre, mais aussi en visioconférence la semaine dernière. À noter également une synthèse des analyses menées depuis 2018 sur les interconnexions fonctionnelles du bassin lémanique en collaboration avec la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été publiée. Voilà pour l'aperçu un petit peu des actions 2020. Je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci Madame pour votre rapport. Je vois que c'est clair. On fera un résumé au procès-verbal un peu plus exhaustif avec les différents aspects pour couvrir l'activité 2020 du Conseil du Léman qui a été quand même en dents de scie. Il y a quand même eu des contacts, des rencontres, des courriers qui ont permis aussi de sensibiliser à la question qui touche à la coopération, au rôle transfrontalier, en particulier la main-d'œuvre qualifiée qui doit passer la frontière tous les jours, les normes européennes qui peuvent les pénaliser, puisque je rappelle quelqu'un qui travaillerait en France 30% et 70% en Suisse, il est soumis aux charges sociales françaises, ce qui peut créer des gros problèmes pour l'entreprise suisse qui n'engagerait plus de main-d'œuvre qualifiée française. Et durant toute cette période de pandémie, il faut juste savoir que du côté du canton de Vaud, on a encore enregistré une très forte augmentation de la main-d'œuvre qualifiée française. Donc ça montre qu'on se parle, qu'on échange. Et que le Conseil du Léman reste une institution avec des statuts, avec 5 entités, alors du côté suisse, 3 cantons qui ont une très grande souveraineté, des départements français qui le composent, et ça montre que c'est un espace qui permet quand même d'avoir des projets. Post-pandémie, je pense que l'activité 2020 qui s'est ralentie, elle retrouve complètement ses marques en 2021 et au travers des budgets et des moyens disponibles que le comité a validés, eh bien, l'activité 2021 du Conseil du Léman pourra se redéployer. Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques sur ce tour d'horizon 2021, je vais arriver maintenant au thème suivant, ce qui touche à la coopération. Coopérer au sein d'un espace lémanique, avec 2 pays, avec des règles qui ne sont pas forcément les mêmes de part et d'autre, avec des enjeux aussi, une temporalité. On l'a vu dans le cadre de la pandémie, et c'est aussi pour ça que le comité va écrire à Paris et à Berne pour leur dire que nous, on vit la chose de tous les jours en proximité. Alors c'est clair, du côté suisse, les cantons ont une très grande latitude, décider de ce qu'ils veulent. C'est nous qui avons fermé les bistrots et les restaurants directement, si je prends le canton de Vaud, et c'est nous qui les réouvrons. Donc, ça montre que notre action, elle est immédiate, de proximité. Tout comme la question sanitaire, c'est nous qui avons
mobiliser autant bien les cliniques privées que les espaces hospitaliers, qu'ils ordonnançons, ce n'est pas du tout Berne. On n'attend pas des autres pour avoir des décisions et c'est nous qui assumons le rôle qui nous est confié comme gouvernement de proximité. Maintenant, l'idée c'est un peu de parler de la suite, des expériences qu'on a vécues, le rôle des instances et le dialogue qu'elles permettent. Le terme dialogue en Suisse, il est très usité. On parle de dialogue confédéral, donc ça veut dire que les cantons sont au même niveau que la confédération. On parle de dialogue, par exemple, religieux. Les cantons, la confédération, les instances religieuses sont au même dialogue. Donc ce terme dialogue transfrontalier, pour moi, il est important. Donc, ça permettra d'échanger sur les actions qu'on pourra mener, le besoin du terrain, parce que souvent, c'est le terrain qu'il faut écouter. Et c'est aussi pour ça que souvent, ce qui émerge, qui monte du terrain, donne ensuite des possibilités de corriger les excès, de repenser certaines actions, de comprendre aussi les impacts. La commission présidée par M. Paoli s'inscrit dans cette logique-là, identifier les besoins communs, les projets. On sait qu'Interreg, le nouveau programme Interreg va trouver ses quartiers en principe en 21 avec la commission. Tout ça n'est pas encore définitivement acté, mais Interreg, nouvelle mouture, devrait trouver ses quartiers en 21. Et puis, l'idée, c'est quand même de continuer à favoriser cette coordination qui est ultra utile. Le bassin de vie et de population montre qu'on crée beaucoup de richesses qui sont utiles à l'échelle, en tout cas de la Suisse, puisque Vaud-Genève, si je rajoute le Valais, eh bien, c'est presque 30% des impôts encaissés qui partent sur Berne. Et pourtant, ces 3 cantons, c'est à peu près 20% de la population suisse. Donc, 50% de plus que ce qu'on devrait payer au lot fiscal fédéral. Voilà, donc gouvernance transfrontalière, objectif d'échange du jour, c'est d'échanger, d'avoir quelles sont les actions communes, toujours sur une approche simple, pragmatisme, efficacité, petites actions, mais généralement qui peuvent générer ensuite des élans et faciliter la vie de nos populations respectives. Voilà l'objectif de ce moment d'échange. Il y a 4 interventions qui sont prévues sous une gouvernance pragmatique et agile. Donc, Christian Dupessé va intervenir, Andreas Ladner va aussi intervenir, Olivier Baudelet, et puis Virginie Duby-Muller, notre députée, va conclure. Voilà, je passe la parole sans plus attendre à Andreas Ladner, directeur IDEAP, Université de Lausanne, le fédéralisme suisse et le défi des structures de gouvernance multiniveau. Monsieur Ladner, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Broulis, donc, de me donner la parole et surtout aussi de m'associer donc à ce rencontre. La thématique que vous m'aviez donnée en 6 minutes, elle est vaste donc, et assez complexe, mais je vais quand même essayer d'apporter quelque chose qui vous pourrait être utile. Moi, je suis le scientifique, donc je vais plutôt m'orienter vers la théorie et les bases conceptuelles, mais je pense à Descartes, on y trouvera quand même quelque chose qui a un lien avec la pratique. Donc, gouvernance, fédéralisme, 2 thématiques importantes. Je commence avec une première slide qui va vous montrer qu'il faut un peu de confiance aussi et du savoir-faire si on veut que ça marche. À trouver un équilibre là-dedans, un équilibre qui est difficile à trouver et puis pour que ça marche, il faut de la confiance et du savoir-faire parce que les enjeux sont compliqués et si on passe à la prochaine slide, nous avons une certaine expérience aussi en Suisse. On a beaucoup de cantons, on a beaucoup de communes et puis parfois aussi sur le plan territorial, ce n'est pas si clair et net qui est-ce qui est à côté de qui. Et on a besoin énormément de coordination pour que ça fonctionne. Autant plus, et ça il ne faut pas oublier, que les différents acteurs dans ce système fédéraliste suisse, si vous regardez un peu la taille des cantons,
la taille est quand même assez différente aussi, hein. Donc, c'est peut-être pour ceux qui... On oublie parfois un tout petit peu, mais on a des cantons qui sont vraiment très, très grands. Si vous prenez les cantons en tête, Zurich, Berne, Vaud, et puis des cantons, ce que vous voyez sur la prochaine slide, qui sont minuscules. Et tous ces cantons-là doivent trouver une façon de travailler ensemble pour que le système fédéraliste fonctionne. Et c'est quelque chose qui pose parfois des problèmes, mais quelque chose ou une façon où on a aussi trouvé des solutions. Vous le savez bien que en ce qui concerne le fédéralisme ou le système fédéraliste suisse, nous avons une réforme très, très conséquente qui a été acceptée par le peuple. Donc, il y a eu une votation populaire là-dessus. Et il ne fallait pas seulement décider le peuple que c'était une bonne chose, il fallait aussi décider que les cantons, parce qu'il fallait une majorité des cantons qui acceptaient le projet. Et puisque cette réforme du fédéralisme contenait aussi une péréquation financière relativement conséquente, il fallait aussi persuader certains cantons riches qu'ils devaient, dans l'avenir, donner plus ou davantage de l'argent aux cantons pauvres. Et puis pour tout cela, on a dû ficeler une réforme relativement conséquente. Mais depuis 2004, en principe, nous avons une nouvelle forme du fédéralisme dans notre constitution et puis ça va nous occuper encore bien un moment. Et dans cette réforme du fédéralisme, il fallait d'un côté résoudre le problème de la collaboration entre les différents cantons pour laquelle nous avons trouvé une solution. Et puis de l'autre côté, il fallait aussi organiser la collaboration verticale entre les cantons et la confédération. Et là, conceptuellement, on a instauré ce partenariat duquel parlait M. Broulis tout à l'heure entre les cantons et la confédération. On a mis ça conceptuellement dans ces conventions programmes que vous voyez ici sur ce slide. Et puis, pour que tout ça marche, on a comme un nouveau acteur qui coordonne cela. C'est la Maison des cantons à Berne. C'est aussi une façon de collaborer, de collaboration Suisse-France, puisque la maison appartient à AXA et c'est les cantons qui louent ce bâtiment pour mieux se coordonner et puis pour collaborer avec, pas seulement entre eux-mêmes, mais aussi avec la Confédération. Donc, la collaboration, c'est une thématique qui est importante, mais ce que nous avons aussi en parallèle, nous avons un développement du pays qui ne suit pas forcément ces règles enfin, ce découpage du pays territorial classique avec les cantons et avec les communes. Et de là, évidemment, la question, est-ce qu'avec cette structure fédéraliste, on est bien organisé? Est-ce qu'avec ça, on peut vraiment faire face aux défis qui se présentent? C'est avant tout important aussi quand on pense aux enjeux démocratiques qui se posent, parce que mettre à disposition des prestations, ça va toujours de pair aussi avec une intégration des citoyens et des citoyennes dans le processus décisionnel, parce qu'à la fin des comptes, ils ont aussi leur mot à dire. Alors, la grande question, après plusieurs recherches que nous avons menées, c'est comment nous allons résoudre tout ça. Et j'arrive à plusieurs conclusions desquelles on peut à la fin discuter. Vous pouvez encore une fois revenir en arrière? Voilà. Donc, si on cherche des solutions pour la Suisse au moins,
il faut dépasser certaines idées qui sont, à mon avis, erronées. On part toujours de l'idée que la Suisse est trop compliquée et puis il ne faut pas de 4e niveau étatique. Moi, je pense que c'est faux. Il y a d'autres pays qui sont organisés de manière bien plus compliquée, bien plus complexe et qui fonctionnent quand même. Je pense ici surtout à des pays autour de la Suisse qui sont bien plus complexes que la Suisse, en soi, avec ces 3 niveaux. Et puis, pour certains problèmes, il faut un 4e niveau parce que c'est que par un 4e niveau qu'on arrive à résoudre des enjeux comme l'équivalence fiscale et puis la participation démocratique. Une autre idée erronée qu'on a en Suisse encore, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les entités constitutionnelles. Un canton, c'est un canton, une commune, c'est une commune. Ceci n'est pas possible en réalité, c'est déjà pas le cas en réalité. Je vous ai montré les différences entre les cantons. Donc, il y a des cantons qui ont plus de choses à faire, qui devraient aussi avoir plus de compétences. Ils l'ont en réalité, mais il faudrait peut-être se rendre compte que aussi sur le plan d'attribution de tâches et des compétences, il va y avoir des différences. Et si on pense à ces réformes qui s'apprêtent, si on donne des compétences au canton, il faut enlever des compétences au niveau des communes. Si on veut que les villes soient plus fortes, donc au niveau local, il faut enlever des compétences du canton. Donc, toutes les réformes ont une incidence sur la répartition des compétences, mais ça ne sert à rien d'augmenter continuellement les compétences des différents niveaux en parallèle. Donc, ça, c'est les choses qu'on doit tenir en tête si on cherche des solutions. Donc, si on cherche une nouvelle gouvernance, le nombre d'acteurs, c'est pour la Suisse, pour l'organisation à l'intérieur, le nombre d'acteurs va diminuer, mais ce qui va rester important, c'est le niveau local. Donc, ce qui est le plus proche des citoyens, ça va prendre encore plus d'importance dans l'avenir, je pense. Et si on regarde comment on va aborder les problèmes, tout ce qui est fonctionnel, ça va également gagner en importance. On va de moins en moins avoir des solutions attrape-tout, donc des solutions où on met toutes les tâches ensemble et puis on essaie de gérer ça dans le même périmètre. Ceci n'est pas possible. Maintenant, la question c'est, est-ce que gouvernance est la solution? Parce que vous l'utilisez aussi, tout le monde l'utilise. Donc, sur le plan conceptuel, donc, comment le terme est utilisé comme réseau non hiérarchique, je pense que c'est guère possible parce qu'il y a des tentatives comme ça, mais c'est plutôt des tentatives de coordination. Et à la fin des comptes, il faut aussi décider et puis il faut financer. Et puis pour financer, puis pour décider, nous allons toujours avoir besoin des structures territoriales comme nous les avons actuellement. Ça veut dire que gouvernance, c'est une analyse, c'est une façon d'analyser la chose, mais ce n'est pas la solution au problème. Parce que ce qui est derrière, c'est toujours la structure de l'État ou la structure des États qui sont impliqués. Et puis de là, il faut une collaboration. Je vous ai montré, il faut de la confiance, il faut aussi des connaissances. Et je pense que c'est un peu ça ce qu'il faut faire. Gouvernance, c'est bien pour se mettre en réseau, pour bien se connaître, mais à la fin des comptes, on ne peut pas négliger les acteurs politiques, démocratiques et les contribuables dans ces enjeux-là. Et avec eux, il faut faire de la politique. Donc, en bref, la politique, ça devient plus compliqué, ça demande des efforts supplémentaires. Et là, c'est comme ça, la société et puis les défis deviennent aussi plus importants. Et puis, pour ça, il faut avoir des gens qui sont capables de bouger dans ces réseaux de gouvernance en connaissant bien les acteurs et puis les responsabilités de ces différents acteurs. Alors, on revient à l'état classique d'une manière qui changera, mais qui va s'attaquer à des problèmes de gouvernance. Merci beaucoup pour votre rapport. C'est de l'éclairage, ça permet de se forger une opinion. Les planches seront versées au procès-verbal. Je crois que
ça permet d'ouvrir l'esprit et de réfléchir à l'avenir. Je passe la parole sans plus attendre à Christian Dupessay pour son intervention. Vous m'avez demandé d'intervenir en tant que président de la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, qui, vous le savez, est une association qui rassemble tous les organismes, qu'ils soient de gouvernance ou qu'ils soient économiques et associatifs, autour des frontières, notamment des frontières françaises, donc avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, bien évidemment la Suisse, et on peut continuer, l'Italie et l'Espagne. Et l'élément important, c'est de voir les évolutions. Or, on peut le dire que depuis la mise en place du marché unique et de l'espace Schengen, il y a de nombreuses possibilités qui ont été créées dans les régions frontalières et nous, on le vit au quotidien. Les régions frontalières ne sont plus des périphéries, mais sont vraiment des lieux de croissance, des lieux d'attractivité qui sont au cœur des problématiques des rapports entre États. Et donc, et on l'a particulièrement vu avec la crise du Covid, lorsque, par exemple, les frontières ont été fermées entre la France et la Suisse, on ne savait plus faire. On a vécu des choses très compliquées qui n'ont pas eu que des conséquences économiques, qui ont eu des conséquences dans la vie quotidienne des gens. C'est pour ça que la mise à l'agenda politique de la France, de la loi 3D, on l'appelle comme ça, est une excellente nouvelle. 3D parce qu'elle parle de décentralisation, de déconcentration et de différenciation territoriale. L'idée de renforcer la décentralisation et la déconcentration offre des perspectives intéressantes dans la mesure où les pays qui se côtoient ont en général, par rapport à la France, et l'intervention de M. Ladner était là pour le montrer, sont plutôt en avance par rapport à la France, il faut le dire, sur ce degré de décentralisation et de déconcentration. Et puis l'affirmation du principe de différenciation territoriale doit permettre, je crois, de garantir des adaptations au cas par cas et d'être au plus près de la réalité des citoyens. Et donc ce projet de loi 3D, il est aussi dans la droite ligne des initiatives qui ont été prises depuis un certain temps. Alors je ne vais pas les développer, mais par exemple le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé en 2019, et je citerai entre la France et l'Allemagne, et je citerai simplement l'article 13 qui dit qu'il faudrait doter ces régions transfrontalières, les collectivités, je le cite, territoriales des territoires frontaliers et les entités transfrontalières, comme les eurodistricts, il faudrait les doter de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées. Si on peut généraliser cette piste de réflexion au-delà de la France et de l'Allemagne, ce serait un élément important. Il y a un autre point qui permet d'avancer, c'est, vous le savez, le règlement européen ECBM, European Cross-Border Mechanism, excusez mon accent anglais, qui propose à la fois une modalité d'adaptation et de dérogation aux normes applicables dans un contexte transfrontalier avec une coordination entre États voisins en faisant qu'on se nourrit en quelque sorte des normes de l'État voisin pour prendre les meilleures sur différentes questions. Il y a eu une action importante organisée notamment par la MOT le 9 novembre avec le lancement de l'Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers par le Comité des régions qui est porté par l'Association des régions, par le CSCI, et par la MOT bien évidemment, et qui met le citoyen transfrontalier, et ça aussi c'est important, au cœur de la réflexion. Et enfin, il y a un projet de loi organique, mais je pense que Virginie, députée, en connaît plus de choses là-dessus que moi, qui est relatif à la simplification des expérimentations, qui a été déposé au Parlement et qui devrait aboutir prochainement. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette loi 3D qui est un cadre important. Très rapidement, il y a 5 axes qui sont importants. Je crois qu'il faudra bien prévoir la définition de ce qu'est l'intérêt transfrontalier, comme on a su définir l'intérêt métropolitain. On le sait bien, nous, avec le pôle métropolitain du Genevois français, définir ce que l'on peut faire, quelles compétences on peut avoir, quelles sont les actions qui peuvent se faire à cette échelle transfrontalière. Il faudra agir sur l'espace fonctionnel, y compris quand cet espace est transfrontalier, pour
la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en matière de santé, par exemple pour nous, aller vers des contrats locaux de santé transfrontaliers. On a vu que la coopération de santé était positive. On peut peut-être la muscler davantage, mais on pourrait aussi parler des politiques publiques concernant l'eau ou concernant l'air, la qualité de l'air. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure déjà, s'inspirer des normes du voisin pour faire évoluer les nôtres, c'est-à-dire s'enrichir de l'expérience et aller vers ce qui est le plus performant. Je parlais de l'eau à l'instant. Les réglementations suisses concernant les micropolluants, par exemple, sont importantes, positives, vont plus loin que les normes françaises, et on peut voilà, faire des progrès comme ça, et on pourrait le faire aussi dans l'autre sens, notamment sur les normes qualité de l'air, où les exigences françaises sont plus grandes. Voilà, c'est ça aussi l'enrichissement qu'on peut avoir du côté transfrontalier. Il faudrait que cette loi permette d'associer systématiquement les voisins transfrontaliers dans les politiques publiques locales françaises. Alors, on sait que ça marche. Le projet d'agglomération, et on en est au 4e, existe. Il y a de grandes réalisations qui ont été faites. Hein. Le CEVA, les trams, les véloroutes, etc., les voies vertes. Mais en matière de mobilité ou d'aménagement, dire que, par exemple, entre voisins frontaliers, il y a des consultations des personnes publiques associées, il y a l'élaboration de politiques communes, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Il faudra se saisir, et je n'y reviens pas, de l'initiative du traité d'Aix-la-Chapelle pour élargir ce qu'il prévoit pour la France et l'Allemagne, l'élargir aux autres pays voisins de la France. Et enfin, il faudra favoriser la coordination transfrontalière à l'échelle nationale, mais là, c'est le rôle de la MOT, et on essaiera bien sûr de le tenir. En conclusion, je voudrais dire simplement que si tout cela, on l'applique à ce que l'on fait grâce au CRFG, grâce au Conseil du Léman, grâce à l'habitude que l'on a de coopérer ensemble, on est dans une situation qui est extrêmement intéressante et qui montre que la synergie, elle est bien de notre côté. On a su faire, on peut aller plus loin si les textes législatifs nous le permettent. Voilà, aussi rapidement que possible, ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Christian, pour ce tour d'horizon et ton maître mot, dialogue et utiliser la proximité. Je passe la parole maintenant à M. Olivier Baudelet. Bonjour à tous. Je vais essayer dans ma brève intervention de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce que nous, on propose à la Commission européenne pour les territoires transfrontaliers. Mais en introduction, je voudrais quand même souligner que les territoires transfrontaliers sont d'abord des territoires spécifiques, parce que ce sont des bassins de vie, mais qui sont coupés par une frontière, parce que ce sont des territoires qui offrent des opportunités que d'autres territoires n'offrent pas, par exemple en matière d'accès à une main-d'œuvre qualifiée. Ce sont des territoires aussi qui ont des difficultés propres. Très souvent, de part et d'autre de la frontière, la langue n'est pas la même. Il y a des obstacles administratifs, juridiques. Donc, ce sont vraiment des territoires spécifiques. Et non seulement ils sont spécifiques, mais ils sont aussi très importants, puisque dans l'Union européenne, il y a à peu près 30% de la population qui vit dans les territoires transfrontaliers. Et je pense qu'en Suisse, c'est même encore plus. Et enfin, ce sont des territoires pour lesquels l'Union européenne a réellement un rôle à jouer, parce que c'est dans ces territoires-là que beaucoup de nos politiques sont vécues au quotidien, comme par exemple la libre circulation. C'est surtout au niveau des frontières que les citoyens en sont impactés, enfin dont ils en bénéficient. C'est aussi des territoires pour lesquels on souhaite encourager la coopération institutionnelle, au niveau des acteurs de terrain aussi, au niveau des citoyens, bien sûr. Et tout ça, ça passe souvent par des structures de gouvernance commune, comme d'ailleurs le Conseil du Léman. Et donc, c'est tout à fait ce qu'on encourage partout dans l'Union européenne. Et enfin, nous, Union européenne, on a un rôle particulier parce que très souvent, sans nous, les choses ne se feraient pas. Je ne parle pas de la frontière franco-suisse, qui est une frontière qui est vraiment dynamique, hein, qui a un historique aussi et un fort potentiel, hein, par la proximité culturelle et linguistique, mais dans beaucoup de frontières, sans nos instruments, la coopération ne se ferait tout simplement pas. Alors,
maintenant un petit tour d'horizon de tout ce qu'on propose, en insistant tout d'abord sur le fait qu'on travaille vraiment non pas sur des territoires administratifs ou politiques, mais plutôt sur des zones fonctionnelles, ce qu'on appelle des bassins de vie, donc des zones où les gens vivent, où les gens interagissent. Et évidemment, ces bassins de vie ne sont pas les mêmes en fonction de la thématique. Si on parle par exemple de l'eau, dans votre cas, j'imagine que le bassin, il va un petit peu en amont du Rhône et il intègre tout le lac Léman. Si on parle de santé, ça peut être un bassin de vie assez étendu également. En revanche, si on parle d'un marché du travail, là, le bassin de vie est plus limité. Donc le bassin de vie dépend aussi de la thématique que l'on veut couvrir. Alors, ce qu'on fait, il y a plein de choses. D'abord, clairement, la coopération transfrontalière, c'est un objectif politique, puisqu'on a fait une communication en 2017 où la Commission a clairement dit que la coopération au niveau des frontières entre les différents pays était une priorité politique. Et donc ça, c'est marqué noir sur blanc. C'est nouveau, vous le voyez, ça ne date que de 2017, mais c'est quelque chose qui est très clair. La deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est de coordonner les politiques européennes, c'est-à-dire de faire en sorte que dès qu'on a une directive, un règlement, un nouvel instrument financier, eh bien, la dimension transfrontalière y est bien intégrée. Et ça, c'est notre unité qui essaie de faire ça en regardant les différentes initiatives et en s'assurant que ce soit bien pour les régions transfrontalières. On offre aussi la possibilité d'avoir des structures juridiques transfrontalières. Parce que dès qu'on veut faire quelque chose d'ambitieux, par exemple un hôpital conjoint, par exemple la gestion conjointe d'un espace naturel, eh bien, se pose la question de la responsabilité juridique. Et donc, il faut une structure juridique. Et là, on offre le Groupement européen de coopération territoriale, le GECT. Mais je sais qu'avec la frontière suisse, il y a un instrument qui est assez similaire qui est utilisé, qui s'appelle le GLCT. Mais l'idée est la même. Ça avait été évoqué précédemment aussi. On offre, on espère pouvoir offrir dans les années qui viennent la possibilité de n'avoir qu'un ensemble de règles juridiques pour un projet transfrontalier. Donc, ne pas avoir des normes d'un État membre et des normes d'un autre État membre pour le même projet, mais de pouvoir appliquer pour ce projet-là un seul ensemble de normes. Donc, il faudrait choisir les normes d'un État membre ou les normes d'un autre État membre. Évidemment, avec la Suisse, c'est un petit peu plus délicat dans ce cadre-là. On propose aussi différents outils pour travailler sur les obstacles administratifs et juridiques. On finance par exemple des experts qui vont analyser les obstacles et proposer des solutions concrètes. Ça peut être des solutions juridiques, des solutions informatiques. Donc, c'est vraiment des choses qui se font dans le détail. On promeut également la création de statistiques transfrontalières. On amène évidemment des financements. Alors là, ce sont les programmes Interreg. Le nouveau programme commencera effectivement en 2021. Et dans ce cadre-là, on encourage vraiment des territoires comme le bassin lémanique à pouvoir fonctionner avec leur propre enveloppe sur laquelle ils pourraient choisir eux-mêmes les projets pour leur propre territoire. Enfin, comme la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, comme je l'ai dit, les choses sont un petit peu plus compliquées, mais dans l'ensemble, tout ce que j'ai évoqué s'applique aussi à la Suisse. Donc, en conclusion, quelques messages clairs. Tout d'abord, bravo pour tout le travail qui est fait au Conseil du Léman, qui est vraiment une structure de gouvernance transfrontalière. Donc ça, c'est très bien, c'est ce qu'on encourage et c'est ce qu'on aimerait avoir dans toutes les frontières européennes. Deuxième message, c'est que le maître mot est vraiment d'avoir une coopération politique, institutionnelle, qui passe aussi par des réalisations concrètes, c'est-à-dire pas que des discours politiques, mais vraiment des choses sur le terrain et par des échanges au quotidien entre les citoyens. Autre message, il est important d'être toujours plus ambitieux pour gérer un territoire fonctionnel, même s'il y a une frontière au milieu, et même si cette frontière est entre un État membre et un État non membre, et même s'il y a un lac au niveau de cette frontière. Autre message, il est important de responsabiliser les autorités locales et les acteurs de terrain, ça a été dit précédemment, pour pouvoir vraiment mobiliser ceux qui peuvent faire les choses. Et enfin, un dernier message, c'est que l'Union européenne a une vraie politique pour aider ces territoires transfrontaliers. Et comme vous l'avez vu, la palette d'instruments est quand même assez large. Voilà, merci beaucoup. Merci.
pour votre rapport et vos perspectives. C'est plutôt des éclairages que je trouve très constructifs. On passe à la dernière intervention. Madame la députée, à vous la parole, Virginie. Merci Pascal. Donc moi j'interviens plus spécifiquement sur le rôle des départements. Donc en rappelant tout d'abord évidemment que le bassin lémanique est un espace de vie commun, riche et d'échanges évidemment et de collaboration entre les acteurs dans lesquels les habitants traversent la frontière pour aller travailler, suivre des études ou encore découvrir des atouts culturels et touristiques de leurs voisins. La crise que nous traversons finalement a fait prendre conscience aux habitants de cet espace intégré et de l'importance des relations transfrontalières. Et la concertation avec les acteurs locaux, dont les départements, a d'ailleurs permis de ne pas réitérer la décision brutale de fermeture de la frontière lors de la gestion de la seconde vague. Le bassin lémanique est donc un territoire évidemment dynamique avec une multitude d'acteurs qui travaillent quotidiennement à cette coopération pour apporter des réponses concrètes aux obstacles imposés par une frontière dans un bassin de vie commun. Alors, évidemment, cette situation de crise a rappelé et a démontré la nécessité de raisonner en termes de bassin de vie commun et de prendre en compte ce fait transfrontalier en s'appuyant donc sur les acteurs locaux au plus près des habitants et en prise directe, évidemment, avec les réalités locales. Donc, les départements, vous le savez, sont des acteurs clés de cette coopération transfrontalière, au plus près, évidemment, des enjeux variés, qu'il s'agisse de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de la transition écologique et culturelle. Ils agissent donc pour mener des politiques transfrontalières en cohérence et en appui avec l'État et les autres collectivités telles que la région et les intercommunalités, notamment pour la partie française, et des cantons côté suisse ou des provinces italiennes. Ils sont ainsi garants d'une proximité permettant d'être facilitateurs afin de mener des politiques avec un véritable ancrage territorial. Les départements donc, sont membres des instances de gouvernance transfrontalière. Alors, vous savez qu'il y en a plusieurs et vous les connaissez par cœur, mais je vais les rappeler. Et celles-ci ont d'ailleurs été rationalisées en matière de compétences il y a quelques années. Donc, on a d'abord le comité régional franco-genevois, le CRFG, qui a été créé en 1973 et qui est coprésidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le président du Conseil d'État de Genève. Nous avons également le Conseil du Léman, donc, qui a été créé en 1987 et qui comprend les cantons de Genève, Vaud et du Valais, ainsi que les deux départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, avec donc l'objectif de concertation transfrontalière à l'échelle de l'espace lémanique dans les domaines donc, de la culture, de la mobilité, de l'environnement et de l'économie. Et enfin, le Grand Genève, qui a été structuré donc, par la création du GLCT en 2012, qui permet donc d'apporter des réponses politiques à un bassin de vie transfrontalier en plein essor, où la volonté politique est de maintenir une qualité de vie sur un territoire équilibré. Par ailleurs, donc, le département de la Haute-Savoie soutient aussi d'autres démarches, telles que l'espace Mont-Blanc ou les Trois Chablais, et là, il existe une réelle articulation entre ces différentes institutions et les compétences et les échelons territoriaux. Ces instances qui regroupent donc des acteurs divers permettent d'apporter des réponses concrètes aux habitants lémaniques. Et on peut d'ailleurs citer l'exemple récent du courrier qui a été co-signé par les différentes entités du Conseil du Léman, donc le courrier du 13 novembre, au ministre des Finances et du Travail et aux conseillers fédéraux en charge des Finances et de l'Intérieur sur la prolongation de l'accord dérogatoire concernant le télétravail, qui a d'ailleurs été accordé et prorogé au 30 juin 2021. Donc l'implication des départements, évidemment, elle est importante et elle permet d'apporter aussi une vision au plus près des territoires qui sont très diversifiés dans ces problématiques. Et donc qu'il s'agisse évidemment des questions urbaines autour du Grand Genève ou des sujets plus montagnards sur l'espace Mont-Blanc, par exemple. Donc cette diversité est évidemment une vraie richesse que le département souhaite valoriser. Et plus largement, donc, nous participons aux différentes réflexions qui permettent la reconnaissance du fait frontalier et des enjeux de coopération transfrontalière. Les départements sont évidemment acteurs des projets Interreg qui sont aussi un outil au service du développement transfrontalier. Mais là, je ne vais pas y revenir puisque mon prédécesseur, M. Baudelaire, en a parlé. Mais vous savez que c'est évidemment un levier extrêmement important que nous mobilisons. Juste un exemple, en Haute-Savoie, il y a eu 59 projets
qui ont impliqué des acteurs au Savoyard et qui ont permis de mobiliser plus de 22 millions d'euros de FEDER pour la période 2014-2020 pour le territoire. Et nous avons d'ailleurs su l'utiliser pour la structuration du développement du Grand Genève. Et donc, je peux citer les exemples de Pacter, DigiPro ou de EcoSmile. Et nous avons aussi un projet dont nous sommes assez fiers, c'est Autonomie 2020, dont l'objectif était d'apporter une réponse à la question du maintien à domicile des personnes âgées et qui a été une belle réussite. Donc pour terminer, évidemment, je voulais revenir sur les perspectives législatives. Christian Dupessay en a parlé. Donc vous savez qu'en France, il y a eu la loi NOTRe qui a été votée en 2015 et qu'on s'est posé la question sur la compétence frontalière. Finalement, évidemment, on a pu continuer à l'utiliser et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs perspectives législatives qui nous laissent présager la reconnaissance du fait transfrontalier et de cette nécessité de différenciation pour tenir compte donc, des réalités des territoires et laisser davantage de souplesse au volet organisationnel, à la fois pour le préfet et les collectivités territoriales. Donc, nous avons d'abord le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations. Donc, ce texte a été adopté le 3 novembre dernier au Sénat. Il n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il prévoit évidemment de faciliter des expérimentations, notamment par la suppression de l'obligation de généralisation à l'ensemble du territoire et d'ouvrir la voie à une différenciation durable. C'est l'exemple évidemment qui s'inspire de la collectivité unique d'Alsace qui avait été mise en place qui sera mise en place dès le 1er janvier 2021 et qui deviendra ainsi chef de file du transfrontalier. Nous aurons aussi prochainement donc, le projet de loi 3D. Ce projet de loi est en préparation depuis 1 an sous la houlette de Jacqueline Gouraud. Il a été présenté en Conseil des ministres, mais pour l'instant, on n'a pas de précision sur son examen à la fois par le Sénat et à l'Assemblée. Il nous a été indiqué que ce serait lors du premier semestre 2021. Donc évidemment, 3 principes y seront consacrés: différenciation, décentralisation et déconcentration. Et donc, il pourrait être évidemment une opportunité en insistant sur les différenciations des territoires pour considérer la situation particulière de nos régions frontalières. Aujourd'hui, je pense que les politiques publiques peuvent être plus efficaces dans une logique bottom-up, c'est-à-dire qui permet de partir du bas, des réalités des bassins de vie, pour construire des politiques plus adaptées. Et la crise actuelle, une nouvelle fois, nous a montré plus que jamais la nécessité de reconnaître la spécificité de ces départements frontaliers qui ont eu des difficultés singulières lors de la crise sanitaire. Et donc, j'ai entendu évidemment les propos de Christian Dupessay en tant que président de la MOT et je souhaite évidemment que nous travaillions ensemble pour proposer des amendements à ce texte qui seraient adaptés évidemment à l'évolution de notre bassin de vie et à une meilleure reconnaissance des instances transfrontalières. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de proximité avec tout ce qui a été évoqué comme projet ou comme dossiers qui se sont traités durant cette année 2020. J'arrive maintenant on fera l'échange, si vous êtes d'accord avec l'Assemblée, après les 2 prochaines interventions qui seront faites sous la forme d'une pecha-kusha japonaise. Donc, c'est 20 slides, 20 secondes par slide. Donc, ça nous fait à peu près 12 minutes d'intervention. Puis après, on ouvrira l'échange avec l'ensemble des participants. Je passe la parole à M. François Huglet, coordinateur groupe d'études géopolitiques Paris, le Grand Continent. Vu d'ailleurs, c'est le thème. Je vous passe la parole, monsieur. Bonjour Monsieur le Président, merci pour votre invitation à participer au Conseil du Léman. Je m'appelle François Huglet, je suis donc responsable du programme Centre pour le groupe d'études géopolitiques qui a été fondé il y a à peu près 3 ans de ça à l'École normale supérieure à Paris. Et je vais vous parler dans cet exposé, en essayant de tenir les délais, d'une note de travail que nous publierons lundi prochain avec une préface du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, Jean Asselborn, et qui traite justement de cette question de la gestion de la crise dans les zones transfrontalières, avec un point d'étude particulier sur le fédéralisme allemand qui a eu une fonction assez exemplaire dans
dans la gestion de la crise en Allemagne. Donc, ça s'appuie sur une vingtaine d'entretiens que nous avons menés dans les 3 derniers mois avec une vingtaine de responsables de régions et d'eurorégions d'une douzaine de pays européens, et plus largement dans une approche que nous menons depuis février pour essayer de cartographier la crise et de comprendre les enjeux géopolitiques de la pandémie. Donc, je vous propose de considérer un territoire schématique qu'on peut se représenter ici à la frontière franco-allemande, un territoire qui est transfrontalier, qui est représenté par cet espace grisé au milieu du schéma, avec des disparités locales dans l'évolution de l'épidémie et puis des flux de transport divers. Sachant qu'en Allemagne, bien sûr, du fait de la structure fédérale, vous avez des différences entre plusieurs régions qu'on représente ici par cette frontière en pointillé. D'une part, en France, par exemple, gestion très centralisée, donc des décrets qui sont mis en œuvre par des arrêtés préfectoraux. De l'autre, et en Suisse, il y a un petit peu le même schéma, une législation partiellement ou entièrement fédérale avec une exécution entièrement régionale, et donc seulement la gestion des frontières qui reste une compétence unique du fédéral. Ça veut dire qu'en pratique, les mesures sont mises en place sous forme d'ordonnances dans les différentes régions, avec une coordination volontaire qui se fait en Allemagne sous la forme d'une instance très, très importante et symptomatique de cette crise, qui est la conférence des ministres-présidents, qui a donc une fonction de coordination globale. Et bien sûr, il y a, en addition de ça, encore diverses mesures au niveau communal. Ces mesures en Allemagne ont toujours été possibles, alors qu'en France, elles ont été souvent cassées par la justice parce que les communes ne disposaient pas des compétences correspondantes. Ça a donné donc 2 bilans très contrastés quand on compare les 2 pays et quand on compare globalement les États centralisés à ceux qui le sont beaucoup moins ou qui sont totalement fédéraux. D'une part, un vrai problème de légitimité locale avec cette idée que Paris décide et que donc les territoires n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre, un manque de souplesse du fait que toutes les mesures étaient plus ou moins homogènes sur tous les territoires. Mais par contre, on a vu en France une attitude relativement constructive vis-à-vis des zones frontalières en comparaison d'autres pays, avec notamment un bon travail de beaucoup de préfectures pour traiter de la coopération avec les autres États voisins. Du côté allemand, on a naturellement une plus grande transparence, des retours d'expérience plus rapides, des mesures aussi plus proportionnelles puisqu'elles étaient directement adaptables sur les territoires, mais qui ont aussi donné lieu à une grande hétérogénéité et à certaines crispations du fait notamment de l'attitude de certaines régions. Et si on s'intéresse plus directement aux fermetures de frontières, on observe une sorte de géopolitique interne qui est assez intéressante. Donc, globalement, la population des zones transfrontalières, la population donc directement exposée, celle qui va au travail de l'autre côté de la frontière, est en général défavorable à ce que ces frontières soient fermées pour des raisons évidentes. En revanche, dès qu'on s'éloigne un petit peu de la zone frontalière immédiate, apparaissent des craintes, par exemple vis-à-vis des clusters à l'étranger ou vis-à-vis de certains flux de personnes, qui peuvent mener à une attitude beaucoup plus crispée sur la question frontalière et donc à des demandes de fermeture. En fonction de l'endroit où les capitales régionales se trouvent, donc plus ou moins près de la frontière, on obtient des pressions différentes sur l'échelon fédéral et des accords politiques, eux aussi différents. La question se pose beaucoup moins dans un système centralisé où, de manière générale, les remontées du terrain sont prises en compte de manière souvent plus parcellaire et en tout cas sans avoir cette possibilité de pression régionale très claire. Ça donne des résultats contrastés, avec des frontières, c'est ce que je représente ici en vert, qui restent ouvertes dans certaines zones, par exemple la frontière entre l'Allemagne et la Belgique, alors que dans le même pays, certaines frontières sont totalement fermées. On l'a vu par exemple à un moment donné avec la frontière franco-allemande ou au niveau de la Bavière. Du côté des États centralisés, on a une tendance à observer des mesures de restriction des libertés qui ne prennent pas tellement en compte les spécificités des territoires et qui donc vont imposer des limitations importantes dans les zones transfrontalières, indépendamment de la région. Là, dans ce genre de situation, le rôle des eurorégions ou des institutions transrégionales, telles que par exemple le Conseil du Léman, est de 2 types globalement, si on observe l'ensemble des situations européennes. D'une part, un rôle de coordination entre les exécutifs et d'autre part, une fonction de point d'entrée, de point d'information pour les citoyens. Ça nous donne un bassin de vie qui a un bilan qui, pour la première vague en tout cas, était souvent assez préoccupant pour les habitants. Un territoire de vie qui a été brutalement coupé en 2 ou en 3, une réaction souvent hétérogène, malgré un vrai effort de coordination, mais qui malgré tout manquait de mutualisation des moyens. Et puis, surtout peut-être, si on pense ça à long terme, une absence de contrôle des citoyens sur des décisions qui pourtant les affectent directement, qui sont parfois celles de l'État voisin, mais qui malgré tout ont un effet direct sur leur vie.
Ce que je propose et ce que nous proposons dans ce rapport, c'est de penser maintenant une organisation plus subsidiaire de bassins. Alors, j'utilise le terme de subsidiarité plutôt que celui de décentralisation ou déconcentration de manière tout à fait voulue, parce que ça représente bien cette idée d'une délégation et d'une consultation plus importante des pouvoirs locaux. L'idée, c'est donc de donner plus de capacités, plus de compétences aux eurorégions, de les consulter de manière régulière et de permettre une participation des citoyens plus importante. Ça passe naturellement par un changement d'approche de la coopération frontalière. Et peut-être que je peux insister là-dessus pour dire que c'est vraiment le principal message que je voudrais faire passer aujourd'hui. On a eu jusque-là une coopération frontalière qui, dans la plupart des régions, était axée sur des projets de moyen long terme, sur une coopération économique et culturelle. Et avec le Covid, on a vu apparaître des fonctions de coopération beaucoup plus opérationnelles, beaucoup plus spontanées, qui, à notre avis, méritent maintenant d'être opérationnalisées et institutionnalisées de manière plus importante. À terme, évidemment, l'objectif est d'atteindre une gestion plus subsidiaire des bassins de vie. Pour ça, nous faisons 4 propositions. Donc, je vais vous présenter ici les 2 premières, qui, je pense, vous intéressent le plus directement. La première, c'est de structurer ces efforts au niveau européen en pensant une charte européenne qui réaffirmerait l'importance de la subsidiarité et de la prise en compte de l'échelon régional dans ce genre de situation. Ça passe aussi par la création de dispositifs de planification et coordination régionaux, avec toujours cette idée qu'une coalition par le bas et des bons plans de crise au niveau régional vont dissuader les pouvoirs nationaux de prendre des mesures qui seraient très désavantageuses pour les régions frontalières. Et la deuxième proposition que nous faisons, c'est celle de s'attacher davantage à cartographier les bassins de vie, à les identifier, afin de permettre une coordination à cette échelle, donc bien aux frontières des bassins de vie, et d'obtenir des mesures beaucoup plus proportionnées avec des compétences propres. Voilà, pour retrouver l'analyse complète et nos 4 propositions, je vous invite à vous connecter le lundi prochain sur notre site, legrandcontinent.eu, et pour retrouver ce rapport. Et puis, je suis ouvert à toutes vos questions si par ailleurs il y en a au cours de la discussion qui suivra. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre exposé qui ouvre des perspectives, hein, subsidiarité, équivalence fiscale, dialogue au plus bas niveau, et puis de la période qu'on a vécue, de se projeter sur une nouvelle ère. Je passe sans plus attendre la parole à Bastien Alonso, historien, lauréat du prix Jean-Baptiste Durossel, qui nous parle de construire un territoire, le poids de l'interpersonnel. À vous la parole, monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai le plaisir de clôturer cette assemblée plénière avec le rappel de quelques faits historiques mis à jour dans mes recherches sur François Mitterrand et la Suisse. Ces faits, je l'espère, vous inspireront dans vos réflexions futures sur le poids que peuvent avoir les relations interpersonnelles entre chefs d'État dans la coopération entre régions et dans le dialogue entre régions. J'essayerai conformément à la formule désormais bien connue de rendre mon propos aussi plaisant que possible et aussi bref que nécessaire. Commençons par la fin, et ça fait référence aussi à un événement de l'actualité, puisque hier, le président Giscard d'Estaing est décédé. Commençons par la fin, donc. Le 8 janvier 1996, nous apprenions la disparition du président de la République française, François Mitterrand. Et comme vous pouvez le lire, la teneur du communiqué envoyé à Paris par le bureau du conseiller fédéral Adolphe Auguille ne manque pas de surprendre. Le politicien UDC affirme en effet que François Mitterrand était un peu un père pour lui. Cela est étonnant puisque tout semblait séparer ces 2 hommes. L'un est socialiste, avait à l'époque 77 ans, l'autre conservateur de 26 ans, son cadet. Mes recherches sur archives en France et en Suisse m'ont fait découvrir que le président Mitterrand a noué de nombreux liens avec le petit pays fédéral helvétique voisin. Il s'est rendu pas moins de 8 fois en Suisse, de 1983 à 1993, et a visité toutes les régions linguistiques de Suisse, a connu la plupart des conseillers fédéraux helvétiques. Cela tranche singulièrement avec ses prédécesseurs, dont Valéry Giscard d'Estaing, et ses successeurs. Et même plus, la Suisse faisait partie véritablement de la géographie politique et personnelle de François Mitterrand. Cela n'était pas évident à l'époque pour un président socialiste français. Rappelons-nous que les relations franco-suisses étaient alors entachées par le contentieux fiscal, provoqué notamment par la fuite des capitaux français vers la Suisse. François Mitterrand passe pourtant l'éponge sur ce genre de dossier brûlant, car il est curieux. Il s'intéresse aux hommes et aux femmes qui animent la vie des pays voisins de la France. Il veut entrer en dialogue. C'est ainsi qu'en visite privée à Martigny, en Valais,
il se promène, il tient à se promener sur les bords de la Drance, au pied des vignobles valaisans, avec le président de la ville de l'époque, Pascal Couchepin. Et lorsque j'ai rencontré Pascal Couchepin, ce dernier, donc dans le cadre de mes recherches, ce dernier m'a partagé une anecdote. Il m'a raconté qu'il a expliqué, qu'il a exposé au président Mitterrand le fonctionnement du système fédéraliste suisse. Il lui a expliqué que la Suisse n'est pas présidée par une grande figure présidentielle comme en France, mais bien par un conseil de 7 ministres. Et c'est alors que Mitterrand lui aurait répondu qu'il le voyait bien dans quelques années occuper l'un de ces postes. Cet événement privé, il s'agissait de l'inauguration d'une fondation privée elle aussi, et elle a fait mouche, cette visite, car elle a attiré 2 conseillers fédéraux, vous les voyez sur cette image, le vaudois Jean-Pascal Delamura et le neuchâtelois René Felbert. Cette visite qui s'inscrivait dans le programme officiel des célébrations du bicentenaire de la Révolution française prend donc des accents tout à fait diplomatiques. 2 mois plus tard, en décembre 89, un mois après la chute du mur de Berlin, François Mitterrand rencontre ses homologues suisses, Jean-Pascal Delamura et ouest-allemand Helmut Kohl, et c'est à l'occasion du 25e anniversaire de l'association de coopération transfrontalière, la Regio Basiliensis. La petite politique étrangère, si vous me passez l'expression, est alors quasiment éclipsée par la grande politique diplomatique. Et alors, quel moment plus rêvé, entouré de Jean-Pascal Delamura et Helmut Kohl, pour François Mitterrand, pour parler de construction européenne, je le rappelle, lui qui est un acteur central de la relance européenne dès 1984. François Mitterrand ne manque pas à Bâle alors de souligner combien les coopérations entre les pays européens s'enracinent dans les territoires à partir de la base, de la réalité quotidienne du terrain, presque naturellement. À cette Europe franco-allemande, la Suisse est pourtant historiquement réticente. À l'occasion d'une visite de travail de François Mitterrand dans la patrie du président de la Confédération helvétique d'alors, Flavio Cotti, le gouvernement helvétique, également représenté par René Felbert et Jean-Pascal Delamura, expose au président français ses difficultés dans les négociations sur l'espace économique européen. Compréhensif, François Mitterrand saisit la balle au bond à cette occasion au Tessin et ne manque pas de gratifier ses hôtes du sud des Alpes d'une formule pour le moins sibylline dont il a seul le secret, je cite, « La Suisse est dans l'Europe et je souhaite que l'Europe s'organise ». Malgré la déconvenue du 6 décembre 92, lorsque la Suisse, les Suissesses et les Suisses refusent que leur pays adhère à l'espace économique européen, François Mitterrand rencontre le président helvétique UDC Adolphe Ogi en décembre 1993. Il rend visite à son homologue dans sa région d'origine, donc à Interlaken et à Kandersteg. J'ai eu l'occasion d'interroger M. Ogi sur cet épisode dans mes recherches, et voici l'anecdote qu'il m'a racontée. François Mitterrand et Adolphe Ogi ont pris l'hélicoptère pour se rendre dans les Alpes bernoises, à Kandersteg, et en survolant l'Emmental, François Mitterrand a demandé à Adolphe Ogi « Ah, je vois là un village, de quel village s'agit-il » Et Adolphe Ogi lui a répondu « Ah, il s'agit de Tsetzivil ». Et François Mitterrand a alors demandé « Combien y a-t-il de socialistes à Tsetzivil » Et Adolphe Ogi de répondre « 0, il n'y a pas de socialistes ». Et rebelote, François Mitterrand lui demande « Ah, quel est ce village-là que je vois dans l'Emmental » Adolphe Ogi lui répond « Il s'agit de Schangnau ». Mitterrand « Combien y a-t-il de socialistes à Schangnau » Adolphe Ogi répond « 0 ». François Mitterrand a conclu cette discussion en demandant à son homologue helvétique « Ah, mais n'y a-t-il donc pas de socialistes dans votre pays ?» Certainement que François Mitterrand n'avait pas voyagé du bon côté de la Sarine pour rencontrer des socialistes en Suisse. C'est pourtant avec beaucoup de compréhension que le président français soutient le Conseil fédéral dans sa politique européenne après le non du 6 décembre 1992, celle des accords bilatéraux. Mes recherches le prouvent, François Mitterrand aimait la Suisse. Il l'aimait avant tout pour ses personnalités politiques et pour sa culture démocratique, historique, pour sa culture en somme européenne. Aux yeux de François Mitterrand, la Suisse faisait en effet partie de l'Europe des cultures. Et pour paraphraser François Mitterrand, l'Europe des cultures, c'est l'Europe des nations contre celle des nationalismes. Or, le nationalisme, c'est la guerre. Je vous remercie. Merci, monsieur, pour ce rappel historique
ces visites d'État qui sont des fois souvent utiles pour mettre à plat les tensions, mettre à plat les problèmes et trouver des solutions. Chaque fois que les pays partagent des expériences, c'est aussi la construction de la paix et des espaces plus calmes. D'ailleurs, en Suisse, on n'est pas européen à proprement parler, on est sur le continent européen, mais on a les archives de l'Europe naissante, de celle de Jean Monnet. Voilà, on a fait le tour avec différents thèmes, entre une vision plus nationale, ensuite un travail de proximité avec M. Ladner et le fédéralisme suisse, les expériences du côté français ouvertes sur le transfrontalier avec M. Duplessis et Mme Virginie Duby-Muller, et puis M. Baudelaire au niveau de la commission qui nous a parlé de ce qu'attend la commission, et puis l'aspect géopolitique avec M. Baudelaire. Voilà, j'ouvre la discussion maintenant pour le temps de l'échange. La parole est à qui veut la prendre. Bonjour, je veux bien prendre la parole quelques secondes, si vous me le permettez. Je vous en prie, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis Aurélien Biscot, je suis le secrétaire général de la MOT, effectivement, donc la structure dont le président Duplessis a pris la parole tout à l'heure. Et puis, on avait travaillé également en début d'année, comme l'a rappelé très bien Laure, là, sur la gouvernance, notamment autour du Conseil du Léman, de votre fonctionnement, etc. Donc, je voulais juste dire un petit mot, pardon, parce que manque de réseau, donc la caméra est coupée. Mais j'ai mis une petite photo, comme ça vous pouvez voir à quoi je ressemble. Mais je voulais prendre la parole sur 2-3 éléments de manière brève. Alors, je pense que ça sera intéressant déjà que… Alors, pardon, j'ai oublié le nom de la personne qui est intervenue pour le Grand Continent, mais je pense que ça serait intéressant qu'on échange parce que nous, on a également réalisé, on est en train de finaliser un travail. Jean Perroni, mon directeur, est également présent à la visio, mais on est en train de finaliser un travail qu'on mène justement sur les impacts de la crise Covid sur toute l'Europe, qui était une étude commanditée par la DG Régio. Donc peut-être d'ailleurs Olivier pourra en dire un mot, mais on est en train de finaliser ce travail. Je pense que ça serait intéressant qu'on partage à la fois vos travaux de recherche et les travaux que nous, on a pu faire également, parce qu'il y a évidemment quand même des choses qui se recoupent, et ça, c'est heureusement, j'allais dire, parce qu'on y retrouve beaucoup de choses. À la fois, j'ai vu passer rapidement mais les 2 préconisations ou recommandations, je ne sais plus comment vous les avez appelées, mais je dirais à la fois avec une recommandation au niveau local et puis une recommandation un peu au niveau européen. Pour faire court, nous, on trouve aussi qu'il ne faut pas oublier le niveau national en fait, dans cette question-là, parce qu'on a bien vu pendant la période de crise là, que finalement les États-nations étaient revenus en force quand il y a eu aussi des incompréhensions. Alors évidemment, tous les systèmes ne se valent pas en Europe, chacun son organisation, mais on a vu quand même qu'il y avait des décisions qui étaient prises par les États. Et en fait, ce niveau national compte. Et c'est vrai que dans les recommandations, nous également, on va également en formuler. Il y a des choses qui s'approchent et on pourrait débattre longuement sur ce sujet. Mais on pense qu'il y a justement un point au niveau national à ne pas oublier parce que il faut que ce niveau national lui-même encourage la gouvernance multiniveau parce que c'est bien ce multiniveau qui compte finalement. Pas forcément, tout ne peut pas partir du local, comme tout ne peut pas partir du national ou de l'européen finalement. Et c'est bien dans cette compréhension-là ou dans cette réflexion-là que nous on s'oriente. Et je dirais que c'était une conviction préalable à la MOT, évidemment, mais c'est renforcé en plus par l'étude qu'on a pu mener là. Et le besoin d'assumer la diversité des frontières, parce que là encore, toute frontière ne se valent pas. Chacune a ses situations différentes et il y a une vraie nécessité à appréhender ces choses-là et pas de manière complètement identique sur les différentes frontières, ce qui a parfois été évidemment un problème, que ce soit dans les fermetures ou les réouvertures. D'ailleurs, il y a des questions, on voit bien que la coordination, vous l'avez vécu aussi sur votre frontière en franco-suisse, évidemment, il y a eu là encore des difficultés en termes de coordination. Donc, je voulais dire un petit mot là-dessus. Et puis, je voulais juste également poser une question à M. Ladner, parce que, en fait, moi, quand je vous ai écouté attentivement et je trouve que ce que vous avez évoqué renvoie justement aux réflexions qui sont en cours en France du côté de la loi 3D, là, qui a été abordée à la fois par Mme Duby-Muller et puis par M. Duplessis, qui ouvre des perspectives quand même. Là, nous, on est totalement engagés sur ces questions et notre président l'a bien rappelé. Et je m'interrogeais en fait si les idées ou les suggestions que vous avez évoquées, est-ce que ce sont vos propres suggestions ou est-ce que c'est un débat qui est concrètement en cours côté suisse également. Voilà.
politiquement, j'entends. Merci pour ces questions. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Monsieur Ladner, et puis après, Monsieur Hublet, groupe d'études géopolitiques. Alors, Monsieur Ladner. Oui, volontiers. Donc, bon, les observations, c'est un peu ce que si je regarde ce qui se passe au niveau des cantons, au niveau de la collaboration et tout ça, et puis les débats que j'ai suivis, auxquels j'étais souvent associé ou bien invité. Mais il y a quand même des choses après qui ne sont pas forcément les propositions des politiciens. S'il s'agit de céder des compétences, c'est rarement la politique ou les politiciens qui veulent céder des compétences. Donc, il faut savoir dans quelle direction vous voulez déléguer ces compétences pour résoudre ces problèmes. Mais après tout, d'après nos études, ce qu'on fait sur l'autonomie, par exemple, au niveau des communes, au niveau local, cette proximité, c'est un facteur qui est très, très important. Et puis, je pense qu'il deviendra de plus en plus important aussi un peu partout. Donc, il faut trouver des solutions qui sont proches des citoyens parce que là, ils vont les comprendre. Le problème que nous avons avec Covid-19 est aussi actuellement en Suisse parce que le fédéralisme se fait quand même parfois critiquer comment on présente la politique la Suisse. Donc, c'est plutôt un problème de coordination. Les cantons, ils ont beaucoup appris à coordonner ensemble, à travailler ensemble, surtout quand il s'agit de formuler leurs revendications. Mais après, en ce qui concerne la communication, parfois, ça peut poser problème. Et puis là, on a peut-être encore un peu des devoirs à faire. Si les compétences restent auprès des cantons, comme c'est encore le cas actuellement, il faudrait faire plus d'efforts pour communiquer d'une manière quand même plus coordonnée. Alors, le bon fonctionnement normal, il faudrait le distinguer du fonctionnement pendant la crise. Mais je pense pour les deux, des solutions fédéralistes sont tout à fait capables de le faire. Et puis, on va aussi dans des pays centralisés qu'à la fin de la mise en œuvre des mesures, c'est quand même, ça varie d'une région à une autre. Donc, c'est jamais une solution, un modèle pour tout le pays, quoi. Merci pour cet éclairage. Je ne sais pas si Monsieur Hublet veut s'exprimer aussi. Je peux très brièvement, pour dire aussi que je peux complètement abonder dans le sens de ce que vient de dire Monsieur Ladner. Bon, évidemment, avec la mission opérationnelle transfrontalière, nous, de notre côté, on a déjà eu un échange avec Monsieur Perroni, et puis je pense qu'on continuera dans les mois à venir à discuter beaucoup de ces sujets. Simplement pour dire qu'effectivement, l'importance de l'échelon national, elle est là parce que, de fait, le national a un certain nombre de compétences aujourd'hui, particulièrement dans des pays très centralisés pour lesquels c'est quasiment la seule échelle pertinente aujourd'hui dans l'action concrète. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'expérience allemande, et c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur, montre bien une chose, c'est qu'en fait, quand l'organisation institutionnelle et constitutionnelle ne permet pas a priori à l'État national de prendre des mesures seul, en fait, ce fédéralisme un peu contraint, il a eu aussi ses forces. Et puis, en fait, le rôle du national n'est pas nul. En fait, le rôle du national est un rôle de coordination active, qui est bien ce qu'on a vu au travers de la conférence des ministres-présidents en Allemagne, où la chancelière était invitée sans pouvoir a priori, sans pouvoir formel, mais où en fait elle joue un rôle essentiel pour impulser des directions et pour essayer de créer du consensus. Donc, en fait, le rôle du fédéral le rôle du national a pleinement son sens en tant que coordination. Par contre, surtout dans des grands États tels que la France ou l'Allemagne ou l'Italie, par exemple, en fait, on s'est aperçu que l'échelle à laquelle l'action se déroulait, enfin les faits, l'épidémie, etc., n'était pas du tout nationale, que prendre des mesures de manière lointaine, même si c'est déconcentré, c'est souvent très inefficace et vécu comme injuste par les citoyens. Et donc, en fait, dans notre sens, il faut aller au-delà de la déconcentration, c'est-à-dire qu'il faut penser vraiment quelque chose qui vienne par le bas. Et pour ça, comme en général, effectivement, les politiciens veulent rarement déléguer, enfin en tout cas, la politique nationale délègue rarement de manière très volontaire des politiques au niveau régional, c'est par des coalitions à la base, à notre sens, qu'il faut
qu'il faut agir pour essayer de faire pression sur les niveaux supérieurs et avoir une action plus efficace et plus efficiente. Voilà. Merci. Merci. D'autres interventions? Ce n'est pas le cas. Je vais rajouter peut-être 2-3 points. Tout d'abord, je pense que ces échanges, même si on survole, ça permet quand même de partager, de laisser la réflexion ensuite se poser. On a des bribes de choses qui peuvent nous être utiles dans la réflexion de tous les jours. De rappeler qu'il y a les grands thèmes, puis après, il y a la vraie vie. Ce qui fait peut-être la différence entre un État centralisé, un État décentralisé ou un État fédéraliste, c'est la question de l'argent. L'argent n'est qu'un moyen, ne sera jamais une finalité pour moi, mais quand même d'avoir cette notion d'équivalence fiscale pour financer des projets, pour financer des actions immédiates, ça aide quand même beaucoup. Et on n'attend pas que l'argent vienne d'une autre entité, mais bien directement de la proximité. Au niveau suisse, quand on regarde la répartition des impôts, à peu près 30% sont collectés par les collectivités locales, dites les communes, 45% par les cantons, les 26 cantons, 45%, et puis seulement 20 à 25% ont l'impôt direct au niveau fédéral. Ce qui veut dire que l'argent est toujours là à la proximité. Et on voit que le fait, on le voit très bien que le modèle genevois, non pas de la redevance comme les cantons de l'arc jurassien ont avec la France, mais le modèle genevois de l'impôt à la source qui est redistribué et qui irrigue les communes de proximité, ça aide beaucoup plus que quand ça passe par l'État central qui, lui, en fonction de son humeur, redistribue. Donc voilà, c'était des échanges. Je rappelle que les commissions du Conseil du Léman travaillent dans différents thèmes. Le tourisme, la question de la culture, elle est quasi similaire de part et d'autre de la frontière. Ces prochaines années, il faudra qu'on continue à soutenir nos tissus culturels. C'est aussi un ciment. La culture, une communauté sans culture, eh bien, c'est un plat sans sel ou sans poivre. Hein. C'est sympathique, mais c'est insipide. L'économie aussi, la commission de l'économie du Conseil du Léman devra ces prochains mois s'atteler à toujours voir comment ça évolue, la question de la main-d'œuvre transfrontalière, l'ouverture des frontières, l'expérience du Covid avec la difficulté qu'on a connue dans le domaine sanitaire, la formation des gens, les gens bien formés, de part et d'autre, c'est un gage d'avoir du chômage plutôt contenu et sans régression, mais en tout cas pas en explosion. La question environnementale, le Conseil du Léman s'en préoccupe, et puis la mobilité, qui va aussi évoluer en lien avec le Covid, les infrastructures qui se sont développées entre la France et la Suisse dans le domaine autour du lac Léman, je pense entre autres au CEVA. C'est tous des points qui doivent nous faire réfléchir. Et puis, on aura toujours comme aide financière, je rappelle que Interreg, ça a été relevé par Virginie Duby-Muller, Interreg finance pas simplement de projets, ça permet de se parler, et quand on se parle, c'est le dialogue, et c'est par là même la recherche de solutions. Voilà pour cet échange. Je sais que c'est un peu compliqué en visioconférence, puisqu'on ne se voit pas et on a l'appel à vouloir lancer des grands principes. On va afficher le calendrier. Je passerai la parole après à Jacques Mély qui souhaite nous dire 2 mots, puisque c'est sa dernière séance, notre collègue valaisan. Donc le calendrier 2021 est le suivant. Les commissions vont travailler, j'espère, non pas en visioconférence, mais en présentiel. Ensuite, un comité au 30 avril, une assemblée plénière le 10 décembre 2021. Dans l'intervalle, je pense qu'on aura peut-être des courriers qui partiront à l'attention de Bercy, de Paris ou de la banque fédérale sur les choses qui sont incohérentes quand on parle de frontières. Et puis souvent, quand on dénonce les choses incohérentes, ça permet des fois de remettre le train sur de bons rails. Je passe la parole à Jacques Mély. Au passage, je profite de saluer le Valdo valaisan Norbert Zuffray qui fête son anniversaire aujourd'hui. Jacques Mély, à toi la parole. Merci Pascal. Que dire après 12 ans passés au sein de cette institution et puis après les présentations de ce matin qui finalement ouvrent encore des pistes, mettent encore en perspective tellement de projets qu'il conviendrait ou que j'aimerais pouvoir accompagner avec vous.
J'étais vraiment très fier durant ces 12 années de participer avec vous, d'avoir cet échange. Pascal a dit se parler. Et c'est tellement vrai. Cette institution transfrontalière, c'est un endroit, c'est un creuset, j'aime bien ce terme, un creuset où à travers la rencontre, à travers le dialogue, à travers les mots qu'on échange, eh bien, on a pu développer cette collaboration, une collaboration très saine, qu'elle soit culturelle, comme ça a été évoqué, mais également technique, scientifique, touristique, sportive ou encore sociale. Tous les dossiers, aucun dossier n'était tabou. Eh bien, j'aimerais vraiment que cet espace du Léman, il reste cet espace de partage, un espace de compréhension, de tolérance, intégration, on en a parlé ce matin abondamment, intégration à l'heure où surtout on parle d'exclusion, de repli sur soi. J'aimerais que l'on puisse conserver cet espace d'ouverture, de générosité, au-delà du chacun pour soi. Et je suis conscient également du fait, avec les temps que nous affrontons aujourd'hui, qu'il est beaucoup plus facile de parler de collaboration et de projets d'avenir quand tout va bien. Il n'y a pas à partager de mauvaises nouvelles, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, finalement, la gestion politique, elle trouve sa justification lorsque tout ne va pas bien, lorsque les temps sont durs et lorsqu'il y a des turbulences qui, finalement, celles que l'on vit ces jours-ci, nous montrent, elles succèdent finalement au coup de tabac. Eh bien, cette action politique, elle doit nous permettre de surmonter ces accidents de parcours, finalement, souhaitons-le. Elle doit s'inscrire dans la durée, mais elle doit aussi s'appuyer sur de solides convictions et sur un courage tout aussi solide. Eh bien, j'aimerais peut-être terminer avec ce souhait, chers amis, chers collègues, partenaires durant toutes ces années. J'aimerais vous dire que ce courage et ces convictions, bien qu'elles continuent de vous animer, puisque vous allez en avoir besoin durant ces prochaines années, permettre de continuer cette action au sein de ce merveilleux espace du Léman, un espace qui s'impose, contribuer au rapprochement de nos populations et contribuer à ce bien-être que l'on désire tous leur apporter. C'est peut-être ce message en quelques mots que j'aimerais vous donner au moment de tourner finalement cette importante page pour moi que représentait mon activité au sein de ce Conseil du Léman. Alors, j'aimerais vous remercier également pour ces belles rencontres qui m'ont été offertes. Vous remercier aussi pour cette exceptionnelle expérience qui m'était donnée de partager avec vous. Alors, longue vie au Conseil du Léman, à celles et ceux qui l'animent, et puis bonne chance à vous tous pour la suite. Merci. Merci Jacques, merci de ta présidence passée et puis de ta présence permanente au comité. Voilà, mesdames et messieurs. Je voulais juste, Monsieur le Président, m'associer aux remerciements en direction de Jacques Méli, qui s'est aussi beaucoup investi à vos côtés, Monsieur Broulis, dans le cadre du programme Interreg, pour le dossier de la ligne Sud-Léman. C'est un dossier qui est fondamental en termes de mobilité à l'échelle lémanique. Et puis dans le Chablais, bien sûr, c'est un dossier qui est prioritaire pour nous. Donc, je vais profiter de remercier Jacques Méli, qui a encore quelques mois devant lui, pour son soutien pour ce dossier qui a été fondamental pour qu'une fois cette ligne, ce circumlémanum, puisse voir le jour. Merci beaucoup, Jacques, en tout cas. Merci à vous. Merci. À toutes et tous, il est midi. Je mets un point final à cette Assemblée 2021. Joyeuses fêtes et que 2021, on trouve le chemin pour sortir de la pandémie et qu'on puisse de nouveau se parler de vive voix. Bonne suite. Merci à vous toutes et tous. Merci Pascal. Bonne fête à vous. Bonne fin d'année. Merci. Au revoir. Merci, monsieur Méli. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne fête. Au revoir. Arrête de parler, je suis en train.